Moi, c'était un professeur d'histoire à la possession, au collège, au port, au lycée, à Saint-Denis au lycée. Et surtout, depuis 15-16 ans, je suis militant avec l'association Racine-Carte, et notamment pour mettre en place une mémoire de l'esclavage, qui n'est pas connue et qui mérite d'être connue, qui demande d'être connue, pour essayer de faire un peu l'histoire du quartier du Gaulle en lien avec l'esclavage. Alors je vais commencer l'histoire du Gaulle par la première concession qui a été donnée ici, et on verra que c'est déjà riche d'enseignement. Alors il s'agit d'un gouverneur, Antoine-Marie Desforges-Boucher, qui s'octroie lui-même, puisqu'il s'offre une concession, mais c'est lui qui va en bénéficier, hein, tout l'espace entre la ravine du Gaulle et la rivière Saint-Étienne, et d'ici en raison de la mer, et jusqu'au Citron. C'était une concession absolument. Évidemment, il ne peut pas l'occuper seul, mais il faut dire aussi qu'il n'était pas le premier habitant de Saint-Louis. Alors, si on pose la question qui est le premier habitant de Saint-Louis, on aura beaucoup de mal à répondre parce qu'on n'a pas de traces écrites. Pour avoir des traces écrites, il faut qu'il y ait une église avec un curé, un prêtre, qui tienne les registres paroissiaux et qui tienne les registres de baptême. S'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de trace de la naissance. Or, les premiers colons qui sont arrivés ici à La Réunion, ils ont été en rupture avec les premiers gouverneurs. Il y a eu des bagarres, il y a eu des meurtres, la ravine à Malheur, on garde la trace. Il y a eu des révoltes, notamment contre le gouverneur de la Hure, qui prétendait leur interdire la chasse, les obliger à travailler pour la Compagnie des Indes, et ils s'y refusaient complètement. Eux, ce qu'ils voulaient ici, c'est vivre en pleine liberté, en pleine nature. Il n'était pas question de se mettre au service d'une autorité. Et c'est pour ça que ceux qu'on a appelés les petits blancs, ils se sont sauvés. Et dès l'époque, on tient le terme de marronnage. Or, ces petits blancs, certains sont partis aussi avec des esclaves. Donc c'est une population, on va dire, libre, qui a quitté les quartiers du Nord. Les quartiers du Nord, c'est eux qui ont été colonisés en premier. Saint-Paul, la première capitale, Saint-Denis ensuite, et le quartier français à Sainte-Suzanne. C'était les premières colonies. Et ceux qui n'étaient pas d'accord avec le gouverneur, il fallait qu'ils partent. Mais ils partent où? Ils partent dans le sud. Et quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils voient? Une grande plaine, merveilleuse plaine du Gaulle. Ils voient un étang, ils voient une forêt, tout ce qu'il faut pour établir une communauté. C'est la même chose en Europe d'ailleurs. Des villages se créent où il y a ce qu'on appelle l'association des trois terroirs. Alors, l'étang, la forêt, vous savez, et puis la grande plaine du Gaulle. C'était la même chose à Savannah, c'est un petit peu le même site. Avec la plaine, la plaine Saint-Paul cette fois-là, avec l'étang Saint-Paul, et puis avec les bois qu'il y avait dans la forêt, jusqu'à maintenant la forêt de l'étang. Eh bien, ce sont sur ces deux premiers sites qu'on a bâti les premières chapelles, à Savannah, et ici au Rosaire, un peu plus haut dans la plaine du Gaulle. Alors, Desforges-Boucher arrive ici, il va très vite faire fortune. Il fait fortune avec quoi? Avec le café. Alors à l'époque c'est une denrée rare, qui vient de Moka, la ville de Moka. Et le café était endémique aussi à La Réunion, c'est le fameux Bourbon pointu. Et au début, il n'y avait pas d'autres colonies françaises qui pouvaient fournir du café. Donc c'est resté pendant tout le XVIIIe siècle une denrée très précieuse. Pour lui, on a construit des magasins, au Barachois à Saint-Denis, au Boucan-Lalleux à Saint-Leu, et également ensuite dans le sud à Saint-Pierre-Lalleux. Eh bien, ce café se vendait en balles, avec un prix qui était fixé par la Compagnie des Indes, et certaines fois il servait, tellement il était précieux, il servait de monnaie d'échange. Comme on n'avait pas beaucoup de monnaie sur place, eh bien on pouvait payer en balles de café. Et alors, c'est pour ça que le fils de Antoine-Marie Desforges-Boucher, qui s'appelle aussi Antoine Desforges-Boucher, il va reprendre donc la concession de son père,
Et il va bâtir vers 1747 un château, ce qu'on appelle le château, ici Lugol, et qui était juste à la sortie de l'étang. Donc c'était ce lieu-là, ce site qui est privilégié. Alors ce qu'on a appelé le château, c'est ça, vous voyez, sur 3 niveaux, c'est tourné vers la mer, il y a 2 tourelles de chaque côté, et puis il y a déjà les balcons, les varangues, et puis beaucoup d'ouvertures de fenêtres. C'est un style qu'on ne peut pas vraiment qualifier, qui était courant à l'époque en France. Je pense qu'il tire son modèle de la France et de ce qu'on a appelé le style baroque, mais enfin, ce n'est pas très frappant. Il a confié les travaux à un ingénieur qui venait de France, contrairement à la maison des bassins, qui elle est plutôt dans le style pondichérien, et qui donc chercherait des références un petit peu de l'autre côté de l'océan. Ça prouve donc qu'en quelques dizaines d'années, le café a pu permettre de construire ce bâtiment qui, pour l'époque, était véritablement imposant. Alors évidemment, dès ce moment-là, il y avait des esclaves du café et ils étaient logés, comme partout ailleurs, à côté de la propriété. En 1729, il y a eu un événement important, c'est la variole, et on a ouvert un cimetière exprès pour lui. C'est le cimetière qui est en bas, dans la plaine du Golfe, qu'on appelle aussi le cimetière du Père Lafosse aujourd'hui. On reviendra sur ce cimetière quand on parlera du Père Lafosse, qui va jouer un rôle important dans la Révolution, ici à Saint-Louis et à La Réunion. Si on continue l'histoire de la plantation, on va suivre l'évolution de la plantation. Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, c'est le sucre qui fait son apparition. Et on commence à planter en canne. Mais pour que la canne vienne vraiment, il faut qu'il y ait de l'eau. Or, il n'y a pas suffisamment de l'eau alluviale ici dans la plaine. Et à l'étang, difficile de pomper l'eau à l'époque, c'était une tâche impossible. Donc, la première construction importante qui va avoir lieu, c'est le canal qu'on appelle le canal Chabrier, en 1824. Chabrier ayant racheté l'emplacement et étant propriétaire donc, du site. Alors il va amener l'eau de la rivière Saint-Étienne jusqu'ici et ça va permettre donc une plantation intensive de canne à sucre et surtout ça va permettre qu'il y ait des grandes exploitations. Ici sur la plaine du Golfe, il va y avoir toujours de grandes exploitations jusqu'aujourd'hui puisque la principale usine de l'île reste là-dessus, même si maintenant ces sociétés les petits colons par contre préfèrent s'installer le long de la canalisation parce qu'ils peuvent profiter de l'eau, particulier pour leurs besoins personnels à eux. Donc il va y avoir une partition de l'espace entre d'un côté la plaine où c'est l'habitation. Alors l'habitation, il y a toujours l'usine, il y a toujours les camps des travailleurs qui sont à côté. Et de l'autre côté de la planète, jusqu'à la rivière Saint-Étienne, la ville qui commence à se construire. Alors la première église va être ici, le premier cimetière va être ici, les premiers camps vont être ici, mais la ville va se déplacer ensuite du côté de la rivière Saint-Étienne. On arrive à la période de la Révolution. Alors, la Révolution c'est 1789 en France, mais ici il va y avoir des répercussions. Mais pourquoi ? Par exemple, l'esclave amant qui s'assoit pour occuper son esclave du père, les prêtres avaient des esclaves à l'époque. Donc cet esclave amant s'assoit dans l'église pour écouter donc, le serment de son maître, de son prêtre, mais les blancs ne conçoivent pas ça, ils ne veulent pas qu'un esclave s'assied, ils disent les bancs c'est pour nous, donc sortez, mettez-vous debout, et ils refusent de donner sa place. Et il va dire, demandez à mon père s'il vous autorise à faire ça. À ce moment-là, la fosse prend son parti en disant non, il n'y a aucune raison qu'il soit debout. Il va y avoir ensuite plus grave que ça. C'est qu'à partir de ces incidents, on aura deux partis qui vont nettement se détacher l'un de l'autre. Le parti du Père Lafosse, qui est plutôt parti revendicatif, contre le pouvoir de Saint-Denis, et puis le parti d'un autre maire, Castelier,
va lui succéder, et qui va lui défendre, défendre le système en place. Alors, il y a une série de péripéties. En 91, on lui reproche de ne pas bénir le drapeau de la garde nationale. La garde nationale, c'est tous les libres qui peuvent y participer. Et surtout, en 1798, c'est tout le canton du Sud qui s'insurge, qui refuse de payer l'impôt. Alors, à partir de ce moment-là, une mobilisation militaire qui se met en place, et il va y avoir une expédition qui est commandée par Belleville, et qui va arriver jusqu'à Saint-Louis. Bon, les choses vont se négocier entre les chefs, il ne va pas y avoir d'affrontement sanglant. Mais cette tradition de la rébellion du Sud, on la retrouvera en 1848, quand des petits blancs vont se réunir, se révolter, parce qu'ils avaient eu vent d'une mesure que voulait prendre le gouverneur, qui était de leur imposer le livret. Alors le livret, ça existait sous Napoléon aussi en métropole, pour les pauvres, et c'était pour contrôler le vagabondage. On avait peur des gens qui n'étaient pas fixés quelque part. Et alors, pour marcher dans la rue, il fallait avoir son livret, et avec parfois, alors il y avait le nom du propriétaire, et il y avait les dates, l'autorisation de sortie, etc. On était contrôlé, on ne pouvait pas marcher librement. Et ça, les petits blancs le refusaient absolument. Et d'ailleurs, il ne sera pas imposé pour eux, puisque, Sardaignat fera en sorte que le livret existera, et il existera pour les étrangers et pour les affranchis de 1848. Toute la population, on va dire, la population noire, selon les critères de l'époque. Le père Lafosse va être exilé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était assez facile. Ceux qui gouvernaient l'île et qui voyaient qu'il y avait comme ça des agitateurs qui les empêchaient de faire ce qu'ils voulaient, ils les mettaient sur un bateau et les envoyaient le plus loin possible. Alors on était déportés aux Seychelles. Parfois, on était déportés jusqu'en Philippines là-bas. Parfois, les équipages changeaient de direction parce que ce n'était pas leur destination première, donc ça ne les arrangeait pas outre mesure. Parfois aussi, on était carrément bannis jusqu'en métropole. Ça a été le cas, il y a eu des bannis célèbres. Il y a eu Tima Génois, par exemple, le premier romancier réunionnais, qui va être expulsé avec de couleur parce qu'on lui reproche de militer pour ses droits. Il va y avoir Lacossa, Auguste Lacossa, qui va de lui-même partir, mais ça correspond à bannissement parce qu'il a été exclu, il a été mis à l'arrêt propre de tout ce qui comptait dans l'île. Et puis le père Lafosse, de la même façon, va être banni. Père Monet aussi va être envoyé. Il y a eu beaucoup de bannissements. Donc il va aller aux Seychelles, il va retourner jusqu'en métropole, mais en 1801, il est de retour. Alors là, c'est un mystère, on comprend mal pourquoi il revient, et on comprend mal aussi son rôle qu'il a joué pendant 20 ans. Il est mort en 1821 à l'âge de 85 ans. Donc, quand il revient, il est déjà sur le retour d'âge, et enfin, il ne fait plus parler de lui, on n'entend plus parler de lui, mais on invoque son nom pour la révolte de 1811, la révolte des esclaves dite de Saint-Leu, mais il s'avère, d'après les recherches de Gilles Gérard, dernièrement avec le comité élu, que cette révolte incluait d'autres esclaves. Il n'y avait pas que Saint-Leu, il y avait aussi le Gaulle. Et c'est assez logique, puisque c'est la plus grande concentration d'esclaves à côté du lieu de la révolte. Donc, il était tout naturel qu'il y ait eu des contacts. Ces contacts ont été pris longtemps à l'avance. Il s'est passé en 1809 une bataille navale à Maillebourg, à l'île Maurice, Maurice, où les Français ont repoussé pour la première fois la marine anglaise, mais ils ont eu des dégâts, ils ont eu des avaries, il fallait réparer les bateaux. Et un de ces bateaux est arrivé sur la plage de l'étang Salé. Et là, il fallait le réparer. Mais pour le réparer, il fallait faire appel aux esclaves. Et il fallait descendre du bois, il fallait descendre tous les matériaux nécessaires, il fallait descendre les ouvriers compétents. Donc les esclaves à talent, qui faisaient partie des élites, se sont retrouvés là,
et ont pu travailler ensemble pendant plusieurs mois. C'est un chantier qui a duré plusieurs mois. On les a accusés de complot, on les a accusés de petits marronnages. Ils se sont retrouvés comme ça à la prison de Saint-Paul. Ils ont pu continuer là, hein, à fomenter leur complot, à préparer leur démocratie. Et la meilleure preuve de ça, c'est que quand Figaro dénonce la révolte, vous savez qu'il y a un esclave qui a dénoncé les autres pour obtenir sa propre liberté de vie au Constitution. Eh bien, il a dénoncé un commandeur du Golfe, qui travaille chez la Veuve Leblanc et qui s'appelle Jean. Et Jean était donc ce commandeur qui aurait été un des instigateurs, un des meneurs de la révolte. On sait peu sur lui, mais c'est une figure qui mérite d'être connue et qui est du Golfe et qui a participé à la révolte de Saint-Lô. Il y a participé parce qu'il n'a pas parlé. Il était inculpé, il était emprisonné, il a dû être torturé, mais il n'a pas parlé, il n'a pas livré les renseignements concernant la révolte, ce qui a pu permettre certainement à la révolte de se tenir par la suite, en novembre 1811. Donc voilà pour le père Lafosse. Il a sa tombe ici au cimetière de Bigol, qui je dit c'était le cimetière de Montréal. Et ce cimetière est devenu également un cimetière d'esclaves, puisqu'il y a beaucoup de croix pour les âmes errantes, et Lafosse étant ce protecteur, celui qui a pris parti pour ses esclaves, et donc pour la mémoire de ses âmes errantes. Je pense que là, il y a un lieu de mémoire important, qui fait face d'ailleurs à un autre lieu de mémoire qui est la Maison de l'Inde, mais qui est important de remettre en valeur. Alors, l'histoire de la plantation continue. Vous savez qu'à La Réunion, les événements politiques passent, mais l'esclavage demeure toujours. Et la Révolution française peut bien se dérouler. Les députés propriétaires de Maurice et de La Réunion refusent l'application de l'abolition de l'esclavage que la France a votée en 1994. Et donc, une des causes de la révolte de Lafosse et du canton du Sud, c'était qu'ils ne voulaient pas que, comme la Martinique l'a fait, l'île Bourbon soit livrée aux Anglais pour échapper à l'abolition de l'esclavage. Vous voyez, tous les événements sont liés les uns les autres. Et alors, il faudrait certainement, avec les archives anglaises, mener une recherche là-bas en Angleterre. On aurait d'autres renseignements, ça risquerait d'être vraiment intéressant pour l'histoire de cette ville. L'esclavage continue, mais les générations tournent. Et notamment les générations de propriétaires et de possédants tournent. L'esclavage continue. Il y a plusieurs vagues de colonisation, de colonisateurs, plusieurs vagues de possédants, plusieurs vagues de cycles économiques, mais la structure de base, la plantation, l'esclavage, reste. Et pour les gens du peuple, ces événements n'en sont pas. C'est pourquoi il faudrait arriver à une autre temporalité, faire l'histoire sur le long terme des camps, sur le long terme des plantations. Et ça, je pense, c'est possible, ça demande un programme important, mais c'est vers ça qu'il faut se diriger maintenant. Alors, Desforces Boucher va rentrer en France. Et les gens du café, on ne les retrouvera plus. Les Hibons vont se reconvertir à Saint-Leu dans une sucrière, mais enfin, ils vont être remplacés, très vite déclassés par les châteaux. On voit qu'il y a une génération qui bouscule l'autre. Les gens du café n'étaient pas ceux en Roumain, de la première colonisation. Les gens du Sud ne sont pas ceux du café, mais ils viennent, ils prennent la place. Et qui donc, rachètent la concession ici. C'est lui, donc, je vous parlais du canal qu'il a fait construire en 1824. En 1840, il retape complètement l'usine sucrière et il arrive à redonner une prospérité économique importante. Qui dit prospérité du sucre dit Gand. Et il y avait dans l'époque de l'esclavage un camp de paillotes et qui va être ensuite remplacé par un camp d'engagés, bon, là où il y a les longères de la maison de la ils vont tellement faire fortune, comme les Desforces Boucher avaient fait fortune, ils avaient construit un château. Et bien les Chabrias et les Kévégen qui vont arriver juste derrière,
ils vont faire fortune et ils vont faire construire la grande église de Saint-Louis. Alors cette église est un peu une énigme parce que c'est la plus grande de l'île et à ce qui paraît, elle a les dimensions d'une cathédrale parce qu'il n'y a pas d'église, donc il ne soit pas cathédrale, qui soit aussi grande que ça. Et quand on voit le nombre d'habitants à Saint-Louis, c'est un peu... On m'a dit pourquoi est-ce qu'ils ont vu si grand. Ça, je n'ai pas arrivé à répondre à la question. Mais enfin, c'est évidemment une fierté des gens de Saint-Louis d'avoir une grande église. C'est sûr, hein. Tout le monde peut rentrer dedans, il n'y a pas de problème. En 1864, elle est encore en construction et elle va être livrée en 1866. Donc c'est vraiment la période du Sud. Je vous parlais des Québécois. Les Québécois, ça, ils rachètent dans les années 60. Et puis ensuite, c'est Léonus Bénard qui rachète en 1922. Parce que les Québécois, juste avant la Première Guerre mondiale, parce que le sucre est en pleine crise, il y a une paupérisation terrible à la Réunion, ils vont quitter l'île. Donc vous voyez, tous les gros propriétaires sont partis. Que ce soit des fonds touchés, que ce soit Québécois, ils sont plus là. Mais ce qui reste, ben, c'est le cimetière, c'est la grande église, c'est les longères, les cabanons, c'est certains sites, c'est le canal de Chambrégué, etc. Et je pense que ces sites-là, ce patrimoine-là qui reste, devrait être approprié, être plus connu, davantage célébré, davantage approprié par les gens de Saint-Louis. Léonus Bénard, je vous dis, rachète en 1922. Et puis en 1940, alors Léonus Bénard va cumuler un rôle politique et économique. Il va être conseiller général de Saint-Louis pendant très longtemps. Il va être maire aussi. Et disons là, c'est la grande période des propriétaires sucriers qui sont maires. La grande période des gros blancs, comme ça. En 1949, ça devient société anonyme. Quelques chiffres. Du temps de l'esclavage, le camp des Noirs de la sucrerie du Golfe comptait 600 esclaves. Ça donne un nombre de grandeur important. Par comparaison, la plantation des bassins avait moins de 500 esclaves. Vous donnez l'ordre de grandeur pour la Réunion, c'est très important. Après l'abolition, je vous disais rien ne change, enfin tout continue un peu comme avant, hein. Ce sont les engagés qui arrivent. Et en 1857, très important finalement après l'abolition, ils sont déjà 688. Voilà la continuité. Il y a une seule rupture, c'est dans les conditions d'habitat. Qui disait l'esclavage, disait les paillotes des Noirs. Paillotes, carampages, c'est un petit peu le même patrimoine. Là aussi, il faudrait peut-être arrêter de cracher sur les cases bidonvilles. Puisque qui n'a pas chanté Petit Cavampage, ça fait partie de la culture créole. Et avec le reste, je dirais la gratte, le jardin, le chaudron, la cuisine, etc. Je veux dire que ça, c'est quand même une culture de la cour qui est partagée. Et ça, c'est quelque chose d'important à rappeler. Donc, qui dit paillote dit aussi la cour. Et d'ailleurs, c'est un blanc, Jean-Valentin-Paillet, qui a raconté des histoires de la cour. C'était publié chez l'Armatan. Ce sont des histoires que Sanénen esclave, ça parle de Sanénen noir, qui n'était plus esclave, lui avait raconté. Donc on voit qu'il y a quand même une culture commune, même s'il y a beaucoup de ségrégation. Puisque la ville reste la ville, les camps restent les camps, on voit que les évolutions sont séparées. Alors, ce nombre d'engagés va augmenter par la cité. Vous avez dit dans l'habitat ça va changer parce qu'on va construire les longères. Évidemment, les grands industriels construisent les usines. Ces usines sont en pierre de taille. Et les habitats, c'est un habitat industriel. C'est à peu près la même chose. C'est un grand mur percé d'une fenêtre avec une porte en face, un toit, une seule pente, et puis des petits casiers, des chambres à une seule pièce, une seule chambre unique, la cuisine extérieure. Voilà comment on vit. Mais cette vie dans les Calbanons permet une certaine vie de la cour, un certain partage, puisque la cuisine se faisant à l'extérieur, les enfants étant veillés la journée à l'extérieur, enfin il va y avoir une convivialité, un partage, notamment entre les femmes, les enfants, un partage entre les garçons adultes, les gars à la cour. Il
va y avoir des répartitions, une socialisation qui se fait à partir de ces cadres-là, et qui, jusqu'aujourd'hui, sont vraiment, regardez, on a mis des immeubles au chaudron, mais il y a toujours les toits à la cour. Donc la cour est toujours là dans la tête, et dans la vie des gens. Les femmes ont toujours une tontine, c'est-à-dire qu'elles s'organisent pour faire part, faire pièce aux aléas de la vie. Et je pense qu'on n'a pas étudié, nous on a étudié plus Saint-Louis que dans Saint-Louis, mais l'étude des camps du Gaulle, au Saint-Louis, montrerait certainement la même chose. Que dans ces camps qu'on a voulu raser, on a voulu effacer complètement de la mémoire réunionnelle, il y a des choses tout à fait positives et qui sont très importantes pour la culture et pour le vivre ensemble, parce que c'est quand même à partir de là que s'est fait la colonisation, le métissage. En 1939, arrive le père Favon, et lui aussi c'est curieux, c'est un breton, il va se faire enterrer ici, il est enterré à Boisjoli. La fosse est enterrée ici. Donc c'est quand même un signe fort, et je crois que le fait qu'on entretienne un culte, enfin pour le père Favon, je ne peux pas certifier s'il y a un culte en sa mémoire, mais enfin, c'est quand même une figure qui est très connue, et reconnue pour son action en faveur des plus pauvres. Alors, il a créé l'hôpital de Saint-Louis, il a créé l'hospice de Boisjoli, il a créé l'orphelinat au Tampon, enfin, il a eu un rôle tout à fait important dans les premières actions sociales, parce que les premiers à se préoccuper de la pauvreté, ça a été l'Église, il faut le reconnaître, et c'est l'action de père de ce type-là qui a permis de mettre en place une première solidarité, une première prise en compte de la dignité populaire. Il va fonder l'UOSR, enfin ça fonctionne toujours sous une autre appellation, mais l'héritage continue. Alors j'ai pas regardé l'heure, je ne sais pas si ça fait 2 heures, si j'ai rempli mon contrat. C'est 40 c'était un peu brouillon, mais c'est brouillon parce que c'est une histoire qui n'est pas finie. Elle n'est pas encore constituée. On aimerait bien avoir une chronologie des camps, du peuplement, des révoltes, de la création culturelle. Parce que je pense que la plus grande résistance du peuple réunionnais en dehors des grandes révoltes comme à Saint-Leu et Saint-Louis, ça a été quand même de constituer un peuple. Par-delà tous les aléas, toute la violence de l'histoire, on a constitué un peuple qui a une base culturelle commune. Je ne dis pas que c'est toute la culture, mais il y a quand même une base commune qui est importante. Et par contre, il existe encore des zones d'ombre, et ce serait ce qu'on appellerait la culture CAF ou la culture Nalba, et qu'il s'agit de remettre en l'air parce que c'est un héritage fondamental, c'est une part de la culture réunionnaise qui demande à être réhabilitée. Voilà, je vous remercie.